à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On va vous parler de plusieurs choses et pas que des conséquences du Covid-19. On va l'évoquer un petit peu aussi évidemment parce qu'il y a toujours des choses qui se passent dans ce domaine. C'est quand même une chose qui influence toute la société. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi vous parler d'autres choses, de tech bien techifiante. On va parler d'Apple et de changements d'interface et de changements presque de concept pour son iPad Pro et son iPad en général, et puis d'autres petites updates qu'ils ont évoquées. On aura aussi des conseils pour bien gérer la classe à la maison et des nouvelles de la tech en général. Et pour s'attaquer à tout ça, il y a d'une part moi, Patrick Béja, et d'autre part, j'ai le plaisir de retrouver encore une fois Gaël d'un côté. Comment ça va, Gaël ? Salut Patrick, écoute, très bien, il fait beau. Très bien. On prend ce qu'il y a à prendre. Fais gaffe, tu popes encore sur ton micro, tu dois avoir la bouche juste devant. Mais oui, tu me disais avant d'enregistrer, oui, toi t'es dans l'Oise, donc 3e semaine de confinement, c'est ça ? Alors oui, de classe à la maison surtout, plus que de confinement. Oui, c'est ça qui est le plus intéressant. Et bien justement, on va en parler dans un petit moment. Et de l'autre côté, on a Mathieu Dos Santos. Comment ça va, Mathieu ? T'es en forme ? Écoute, ça va. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'étais ravi quand j'ai reçu le petit mail d'invitation. Oui, tout va très bien. Merci beaucoup. Tu es en région parisienne, toi, si je ne m'abuse. Exactement. Mais toi, il n'y a pas d'enfant, je crois, encore, si ? Si, il y a un enfant en bas âge. Je fais partie de la team enfant bas âge. D'accord. 4 ans. 4 ans, ok, bon, voilà. 4 ans, je me demande si c'est plus ou moins facile à gérer que le mien à 2 ans. Je sais pas, mais bon, dans tous les cas, on est tous team enfant là pour le coup. Exact. Ouais, c'est intéressant de voir que l'âge moyen du rendez-vous tech augmente. Je crois que c'est un peu comme ça que ça passe partout, ça se passe partout. Mais... oui, oui. Depuis la nuit des temps. Les animateurs, comme les auditeurs, sont des gens pleins de sagesse et de maturité. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'on ne va pas du tout s'étriper sur ce que veut dire le Magic Keyboard pour l'iPad, étant donné qu'on est tous raisonnables et on ne va pas faire de guerre de chapelle, évidemment. Ouf. Mais... je sais pas. Je sais pas. Je crois que la maturité vient de partir de la pièce. Tout à coup. Bon, on va parler de ça dans un instant. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, et notamment Alexandre Mignon, Julius, Analand, Gasparotto, Clovis Pion, Xavier Jacques Chaffron, Cubixman, Fabrice Tripot, Super Peanut 21, attention, c'est pas une peanut normale, c'est Super Peanut 21, super. Et Aurélien D. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. J'espère qu'on vous apporte, grâce à eux, un petit peu de bons moments et de bonne humeur dans cette période un petit peu difficile. Si c'est le cas, c'est les patriotes que vous pouvez remercier. Tiens, alors, une petite anecdote, si tu m'autorises sur les patriotes. Moi, je suis moi-même patriote, comme ça, du coup, ça rajoute une petite couche. Et en fait, je crois que je n'ai jamais réussi à entendre un épisode où je suis cité. Je sais pas si c'est pareil pour les gens qui... Pourtant, tu vois, bon, je vais pas dire... j'essaye d'écouter Voilà, je suis assez assidu quand même, mine de rien. C'est rare que je rate un épisode, mais... je n'arrive pas à trouver mon celui nom dans où tu es cité. Écoute, je l'ai fait par ordre d'arrivée, donc à mon avis, tu as dû être cité il y a un petit moment déjà. Donc, je sais pas, peut-être qu'il faudrait remonter. Il fut une époque au tout début où j'avais carrément les numéros des épisodes dans lesquels j'avais cité chaque personne. J'allais dans mes fichiers de référence pour noter les numéros, et il y avait des gens qui me demandaient « Ah, mais est-ce que j'ai été cité ?» Je leur disais « Oui, dans tel numéro ». Alors, ils pouvaient retourner et écouter. Là, malheureusement, Mathieu, je t'avoue que ça fait un moment que je ne le fais plus. Donc, mais si, normalement, tu as dû être cité. Je ne sais pas si tu avais mis ton nom de famille aussi. Sinon, il est possible que j'ai juste dit Mathieu si tu n'as mis que ton prénom sur Patreon. Je pense que j'ai mis mon nom, mais voilà. Bref, mais en tout cas, voilà, c'était pour l'anecdote. Je me demande qui est dans ce cas-là aussi, qui a l'impression de n'avoir jamais été cité. C'est marrant. Écoute, moi, c'était pour le Club Dorothée où j'ai jamais été cité. Oui. Il y avait à la fin les jingles. Ouais, exactement. Par contre, il fallait être rapide, parce que ça défilait. C'est pour ça. C'est pareil dans le rendez-vous tech. Il fallait être rapide. Ça fait très très vite. Mais je vous assure, tout le monde est cité, oui, et j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai entendu mon nom dans l'émission, c'est très cool » et tout, ça me fait plaisir aussi.
Mais donc, on va parler de Apple et des produits qu'ils ont annoncés la semaine dernière. Il y en a plusieurs et moi, il y en a un sur lequel je vais me focaliser qui n'est pas un produit, j'allais dire, qui n'est pas un produit essentiel, mais peut-être que si. On va d'abord parler du fait qu'il y a les produits à évacuer dont on parle rapidement et puis après ce grand produit nouveau révolutionnaire. Mais on va commencer donc par un nouvel iMac, un nouveau Mac Mini qui a juste des capacités mises à jour. Vous savez, c'est le petit truc, le petit mini ordinateur sur lequel il faut brancher clavier et tout ça, c'est juste un boîtier. Donc un nouveau Mac Mini, un nouveau MacBook Air qui là pour le coup est plus intéressant parce que c'est le nouveau clavier avec mécanisme à ciseaux et non pas à papillon, avec une bonne vitesse avec une bonne distance de course sur le clavier. On a l'impression d'avoir un vrai clavier entre les mains, des bonnes capacités techniques sur ce MacBook Air, toujours le même écran 13 pouces, d'assez bonne qualité, etc. Donc là, c'est une vraie upgrade par rapport au modèle existant jusqu'à maintenant. Et puis, un iPad Pro qui, là encore, est la version de l'année dernière de l'iPad Pro, mais avec, je crois que c'était un iPad Pro d'ailleurs de 2018, en fait, pas de l'année dernière, mais il a essentiellement un module photo amélioré avec un LiDAR, vous savez, ces sortes de radars au laser qui permettent d'avoir un calcul des distances par rapport à l'appareil photo très très précis. Ça calcule le temps que met la lumière à voyager du sujet à la caméra et donc ça permet pour la réalité augmentée notamment d'avoir des capacités plus précises. Donc voilà pour les 3 produits essentiels qui ont été annoncés. Le produit important qui a été annoncé aussi et dont je voudrais parler un petit peu plus, c'est le Magic Keyboard. Mais avant ça, sur ces 3 produits, donc Mac Mini, MacBook Air et iPad Pro, est-ce qu'il y a des choses à noter de votre côté, des choses qui vous ont intrigué, qui vous ont intéressé? Ou pas du tout? Alors, moi, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que pour le coup, pour l'iPad, ils ont décidé de ne pas mettre la dernière puce haut de gamme en date, puisqu'on a une nouvelle puce A12S en fait, Z pardon. Oui. Oui, Z pardon, et qui c'est assez drôle de voir que ils en sont encore à amortir peut-être cette nouvelle puce. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils mettent ce qu'on retrouve sur un iPhone 11 Pro. Et du coup, ça, c'est assez drôle. Et il y a un dernier point aussi qui est, selon moi, problématique sur ce produit, qui casse un peu peut-être la magie du produit. C'est qu'on est sur un iPad qui peut être que 4G et non 5G. Après, on sait que Apple travaille sur ses puces 5G et qu'ils ont l'air de vraiment quand même bien se prendre la tête puisqu'ils n'ont pas l'air d'être très satisfaits de ce que Qualcomm leur propose et qu'ils ont racheté une division de Intel pour faire aussi leurs propres antennes. Bref, en tout cas, tout ça a l'air bien compliqué. Et pour un produit aussi, on va dire, qui se renouvelle beaucoup moins fréquemment qu'un smartphone, où on a tendance à se laisser un petit peu aller, ne pas mettre de 5G, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Ouais, moi je crois que la 5G me gêne moins. À vrai dire, aucun des deux me gêne parce que même le A12Z, effectivement, comme tu l'as dit, qui est un peu différent du A12X de certains appareils précédents. Je dirais que les appareils sont tellement puissants, déjà, ça me gêne pas énormément. On faisait déjà du montage 4K, par exemple, sur les iPads, c'était possible. Il n'en reste pas moins que, comme tu le signales, les iPhone 11 de l'année dernière ont le processeur A13 et les iPads, enfin l'iPad de cette année a le processeur A12Z. Donc peut-être que c'est une version customisée il faudrait que je regarde les détails du silicone, mais qui est customisé pour mieux fonctionner avec un iPad. Mais oui, c'est intriguant, on va dire, que l'appareil n'ait pas eu le dernier. Je ne pense pas que ça affecte énormément les performances, parce qu'on a déjà des performances satisfaisantes de toute façon. Donc, ouais, encore une fois, je pense que la puce, on va dire, c'était peut-être un petit peu pour taquiner, mais c'était juste pour que les gens aient l'information. Et après, moi, vraiment, c'est la 5G avec notamment toutes les promesses qu'il y a autour du cloud gaming et tout ça. Je trouvais que c'est dommage.
Voilà, parce qu'un appareil comme ça se prêterait bien à un Stadia ou le service de Microsoft, le XPass, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est le Game Pass et le xCloud. Game Pass, pardon. Le xCloud qui sera sans doute intégré au Game Pass bientôt. Plus dans cette optique-là, parce que je me dis que les gens gardent quand même des iPads très longtemps. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont gardé, par exemple, leur iPad 2 super longtemps. Donc bon, pour le tarif demandé, l'effort sur la 5G aurait été bien. Après, il y a une question, je ne sais pas si tu as regardé, ça c'est autre chose, un autre sujet, notamment le LiDAR. Alors, il ne s'agirait pas d'un laser, il s'agirait plutôt de la version Light Detection and Ranging au lieu du Laser Detection and Ranging. Alors, je ne sais pas si ça a un vrai impact. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tromperie sur la marchandise au niveau du nom ? Parce que en fait les deux se disent techniquement, mais après est-ce qu'il y a une différence entre les deux, que ce soit un laser ou de la lumière? Voilà, je pense que dans l'usage ça posera pas de souci, mais je chipote un peu. Tu m'as demandé de te chatouiller. C'est vrai, bon, dans les deux cas, le laser ou la lumière, c'est de la lumière, mais peut-être que le laser est dirigé, c'est peut-être pour d'autres usages. Mais bon, en tout cas, effectivement, on verra sur les résultats dans la réalité augmentée. Moi, ce qui me préoccupe un petit peu plus, c'est que je ne sais pas à quoi va servir vraiment l'augmentation de la précision de la réalité augmentée, parce que j'ai pas vraiment vu d'usage convaincant de la réalité augmentée à la base. Donc c'est pour ça que le LiDAR ne m'excite pas énormément. Au-delà des capacités qu'on entend dans les rumeurs d'avoir un appareil, une détection des les petits tiles d'Apple qu'on va attacher à nos appareils de tous les jours ou à nos sacs ou mettre dans notre voiture et puis pouvoir les situer dans l'espace grâce à la réalité augmentée. Même ça, je suis pas sûr que ça soit tellement utile. Mais oui, la réalité augmentée ne m'a toujours pas convaincu malgré tous les efforts que fait Apple dans le domaine, et ça fait quelques années maintenant. Donc c'est pour ça que ça m'excite un petit peu moins, on va dire. Gaël, il y a quelque chose qui t'a marqué là-dedans? Tu vas te précipiter sur un MacBook Air peut-être? Non, parce que alors moi je suis pas très MacBook, je suis plutôt PC pour être honnête, même si pour iPhone, je suis plutôt iPhone. Donc, mais je t'avoue que moi, la réalité augmentée m'intrigue énormément. Et je me dis que s'ils en parlent à ce point-là, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on va découvrir là-dessus. Et puis, retrouver ses affaires dans un grand sac de filles grâce à la réalité augmentée sans avoir à ouvrir le sac, c'est peut-être une possibilité. Oui, tu veux dire que si tu as un truc dont tu ne sais plus où il est, tu n'as pas besoin de fouiller dans ton sac. Si ton téléphone t'indique qu'il est là-dedans, c'est plus facile. Moi, ce que je dirais, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de réalité augmentée pour ça, et peut-être pas de réalité augmentée avec précision de LiDAR. Pour ça, on saura nous indiquer que c'est dans cette direction et dans le sac, mais peut-être que ça sera avec une interface magique avec le prochain iOS qui va vous montrer exactement en super impression sur votre image d'iPhone ou d'iPad, exactement en repérant avec une stabilité folle là où est l'appareil en question. Peut-être, on verra. Si tu me permets juste aussi une petite suggestion sur en tout cas le MacBook Air, une petite caresse aussi également. Pas de Wi-Fi 6, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, on reste sur les anciennes normes de Wi-Fi, et voilà, au prix des machines, encore une fois, c'est un truc qui m'embête, puisque je pense que dans le monde PC, à ce niveau de prix, t'as quand même les dernières technologies en termes de Wi-Fi. Et j'ai regardé donc en préparant cette émission, bien entendu, le célèbre YouTuber MKBHD qui lui a déjà la machine. Et il a fait une démonstration de la caméra frontale, mais là, je pense qu'il va falloir une levée de bouclier des consommateurs Apple. C'est pas possible de proposer une qualité aussi médiocre. Voilà, malgré que, bon, effectivement, l'encombrement est pas très grand, mais il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux que ça, quoi. Écoute, je suis content que tu sois là, parce que pour le coup, on ne pourra pas nous taxer d'être pro-Apple aveugle. Tu nous as mis le doigt sur tous les points qui sont discutables dans ces appareils. Moi, j'avoue que toutes ces choses-là ne sont pas rédhibitoires, mais c'est certainement pas des remarques des remarques artificielles. C'est des choses qui sont tout à fait justifiées à dire. En cette période de confinement, encore plus. Encore plus. Avec la caméra frontale,
C'est vrai. Je dirais même que le Wi-Fi 6, le problème du Wi-Fi 6, pour moi, est plus gênant que la question de la 5G sur l'iPad, parce que le Wi-Fi, on va s'en servir absolument tout le temps. La 5G, ça concerne certains iPads qui vont vouloir avoir la connexion cellulaire, et de toute façon, les réseaux ne sont pas encore vraiment mis en place, même si, comme tu le disais, on utilise ces appareils pendant plusieurs années. Le Wi-Fi 6, ça dépend pas des opérateurs qui vont mettre le truc en place. Le jour où on achète un routeur qui est capable de faire du Wi-Fi 6, immédiatement, on peut en bénéficier avec son ordinateur portable. Donc, et je peux même te dire qu'il y a des fournisseurs d'accès Internet qui proposent, parce que moi j'ai déjà une box à la maison compatible Wi-Fi 6. Donc tu vois, c'est déjà une réalité un petit peu qui peut s'installer très facilement en changeant d'opérateur. Tout à fait. Une fois tout cela dit, on peut parler du Magic Keyboard qui, pour moi, est dans toutes les choses annoncées la plus intéressante et la plus importante même. Qu'est-ce que c'est que ce Magic Keyboard ? Alors, d'une manière générale, le Magic Keyboard, c'est comme ça que Apple appelle ses claviers, parce qu'évidemment, la magie est partout chez Apple. Et en l'occurrence, c'est une version du Magic Keyboard qui est designée pour l'iPad Pro. Il fonctionne sur les iPads de cette année et les modèles précédents, donc de 2018, si je ne m'abuse. Et ils sont une évolution de leur étui de protection qui faisait clavier en même temps, qui est à des années-lumière de ce qu'ils faisaient avant. Ils seront vraiment en vente dans, on va dire, 2 mois, on estime à peu près, et ils seront vraiment pas donnés. C'est un étui, alors tenez-vous bien, ça va encore donner des attaques cardiaques à certains, mais il coûte quelque chose comme 400 € pour les... Voilà, vous achetez un iPad à ce prix-là quand même. Exactement, c'est un iPad pour ton iPad. Mais ça transforme vraiment la manière dont on utilise l'iPad. On avait des remarques, des rumeurs sur certains éléments depuis un moment, à savoir le support du pointeur de souris universalisé sur l'interface d'iPadOS et un trackpad sur cet étui. Le truc, c'est que l'étui a... en fait, il est composé de 2 moitiés qui se referment sur l'iPad comme un livre, et une moitié est aimantée et donc tient l'iPad debout comme un écran, et l'autre moitié, c'est le clavier avec un trackpad. Et la moitié qui tient l'iPad comme un écran, elle se divise en 2 morceaux, enfin elle se sépare pas, mais elle se plie, de manière à ce qu'on puisse orienter l'iPad à l'angle qu'on veut. Donc, il n'y a pas 2 angles préétablis. C'est vraiment, on peut orienter à l'angle qu'on veut. Il y a un clavier qui est comme les Magic Trackpad nouvelle version, qui a un mécanisme ciseau et pas papillon, qui a donc une vraie... distance de course pour taper. Donc, c'est une frappe agréable sur le clavier. On a un trackpad qui est de taille, on va dire, raisonnable pour ce type d'appareil. Et à côté de ça, un support de la souris qui est... alors moi, j'ai encore des questions dessus, mais c'est une implémentation vraiment intéressante. C'est pas directement lié au clavier Magic Trackpad avec son trackpad, pardon, au clavier Magic Keyboard avec son Magic Trackpad, mais ça le permet. C'est qu'ils ont, avec la version la plus récente d'iPadOS, un support du curseur de la souris qui est un mélange entre un curseur de souris classique sur les ordinateurs de bureau classiques et l'interface de l'iPad, c'est-à-dire que la souris va se transformer, ou le pointeur va se transformer en fonction des éléments sur lesquels il pointe. Quand on est sur des éléments d'interface sur lesquels il faut appuyer, ou on est censé appuyer avec le doigt, eh bien, par exemple, il va se fondre avec cet élément et le curseur disparaît, mais l'élément arrive en surbrillance, on va dire. Donc, on n'a pas besoin d'être hyper précis dans le pointage avec la souris. On amène le pointeur vers l'élément et il se fond dans cet élément. Et s'il y en a d'autres à côté, et on va passer d'un élément à l'autre sans avoir à déplacer le pointeur. On va simplement bouger un peu la souris et c'est chaque élément distinct qui va arriver en surimpression pour montrer qu'il est sélectionné. C'est une
implémentation assez intelligente et assez intéressante. Mais donc, je reviens aux autres éléments de ce Magic Keyboard. Il a également, dans la charnière, qui, comme je le rappelle, on peut régler de manière libre pour l'angle d'inclinaison de l'iPad, qui se retrouve presque suspendu, comme par magie, au-dessus du clavier, grâce à cette partie aimantée. Eh bien, dans la charnière, il y a aussi un port USB-C pour recharger le trackpad pendant qu'on utilise le clavier, de manière à libérer le port USB-C existant sur l'iPad lui-même pour utiliser d'autres accessoires, par exemple. Donc, dans l'ensemble, l'impact de ce clavier et des mises à jour d'iPadOS est vraiment important, et je pense qu'on peut aller jusqu'à dire que ça rapproche énormément l'iPad quand on a ce clavier, ou un autre mécanisme de pointage, mais celui-là est vraiment compact et bien conçu, contrairement au clavier Apple précédent. Quand on a un mécanisme de pointage et un clavier, on rapproche dans certains cas l'utilisation d'un iPad Pro en tout cas, de l'utilisation d'une Microsoft Surface, une machine qui est vraiment hybride, et ils insistent beaucoup sur ce point, qui est vraiment pensée pour le touch avant tout, mais qui peut désormais s'utiliser, en tout cas c'est la promesse, qui peut désormais s'utiliser avec un clavier souris de manière convaincante. Alors je suis un petit peu prudent parce qu'à chaque fois qu'il y a eu ce type de présentation, on avait l'impression que l'utilisation devenait très facile. Dans la pratique, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins le cas, mais il n'empêche, encore une fois, ça a l'air assez convaincant et l'accessoire en lui-même a l'air assez convaincant. Après cette longue présentation, cette longue explication, je me retourne peut-être vers Mathieu là encore avec son œil de plutôt abatteur d'Android. Est-ce que c'est un accessoire qui te paraît, au-delà du prix, bien sûr, intéressant, bien conçu, innovateur? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, bon, je vais t'avouer un secret, malgré que je suis pas du tout dans l'univers Apple, on va dire, si j'ai un iMac quand même, mais pour te dire, c'est l'iPad Pro, ce serait le produit qui me donnerait envie, tu vois. Si je devais un jour me laisser aller comme ça à faire une bêtise, comme on dit. C'est peut-être l'iPad Pro qui me donnerait le plus envie. En fait, ce Magic Keyboard, on va y arriver, pardon, justement contribue à apporter un peu plus d'envie, parce que pour le coup, c'est marrant. L'iPad avait vraiment été conçu, parce que en fait, en préparant l'émission, je me suis un peu relu, tu sais, la biographie de Steve Jobs, et du coup, ça avait été vraiment conçu à la base. J'avais l'impression plus en termes de consommation de contenu. Steve Jobs s'était fait d'ailleurs un petit peu détruire par la presse sur le premier iPad, parce que justement Apple était connu aussi pour la création au niveau art, tu vois, au niveau ce genre de choses, et là du coup on arrive un petit peu à la forme en même temps j'ai l'impression que Steve Jobs aurait peut-être le plus détesté, mais en même temps celle qui était le plus attendue par les journalistes quand tu relis un petit peu les premières critiques du premier iPad. Donc là, on y arrive. Pour en revenir vraiment au sujet que tu mentionnes, moi j'ai l'impression que d'ailleurs quand tu me l'as décrit, que tu me décrivais un iMac mini, et on sent la convergence de plus en plus arriver avec ce Magic Keyboard qui casse encore plus les barrières et qui même va chasser, j'ai l'impression, sur les terres du fameux MacBook Air. Je regardais encore un petit peu le clavier pendant que tu parlais. C'est fou, ce que le clavier, t'as l'impression que tu pourrais le brancher sur un Mac, que ça fonctionnerait. Toutes les touches sont là. Et ça, c'est assez dingue. Je me pose la question sur le port USB-C, sur la charnière. Je me dis, il précise que c'est pour recharger l'iPad Pro, mais quelque part, quelque chose me dit que si tu branches un disque, il y a peut-être moyen que ça fonctionne aussi. Je suis pas convaincu parce que ça passe du coup par la connexion qui doit être sur le dos de l'appareil, ou entre les deux. Je suis pas convaincu qu'il y a assez de connexion pour faire passer les données, mais peut-être, c'est possible, oui, c'est possible. On testera possible. Une fois que quelqu'un l'aura entre les mains. Ouais. Pareil également, là où je vais te rejoindre sur le côté très cool du produit, c'est que notamment quand tu nous as expliqué un petit peu la partie pointeur, je me suis dit, tu sais quoi, à mon avis,
ils ont dû regarder chez Microsoft et c'est là où ils ont dû avoir un peu mal, tu vois. Cette façon d'avoir ce pointeur intelligent qui est capable de s'ajuster en fonction de l'élément où laquelle t'es, je me dis, c'est exactement ce que Microsoft aurait dû faire avec les surfaces notamment, ou tout ce qui est hybride, où quand tu passes, on va dire, dans la partie touch, chez Microsoft, il aurait fallu que ce pointeur se devienne intelligent et s'adapte. Parce que voilà, on sent bien que c'est forcé, l'expérience elle est forcée là où elle me semble bien pensée chez Apple. C'est un truc en parlant de ces machines hybrides, effectivement. J'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, enfin, je vais pouvoir me débarrasser de mon Mac et utiliser juste l'iPad », mais c'est là que moi, ça me pose un petit peu un problème philosophique, c'est si on transforme, j'en parlais il y a quelques épisodes, si on transforme l'iPad en Mac, quel est l'intérêt d'avoir une distinction entre les deux appareils ? Alors, c'est une question sur laquelle je force un peu le trait parce que je comprends le fait que l'iPad reste un produit touch avant tout et de nombreuses personnalités du monde de la tech se sont avancées pour dire non, c'est pas qu'Apple abandonne, c'est qu'ils donnent une adaptabilité à l'iPad qu'ils n'avaient pas, mais ça reste avant tout une tablette et une tablette touch et c'est son concept premier. Mais il n'empêche, je ne peux pas m'empêcher, peut-être que quand j'aurai testé la chose moi-même, je serai plus mis à l'aise, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir dans un coin de la tête cette petite voix qui me dit « mais est-ce qu'on n'est pas en train de bâtardiser, et pour faire un anglicisme francisé, l'iPad pour le transformer en quelque chose qu'il n'aurait pas dû être ?» Je ne sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi en fait. Le truc, c'est que des fois, les gens de la tech, on a tendance à voir les choses sous ce prisme-là et on occulte, je pense, complètement les utilisateurs donc grand public. Et moi, j'ai envie de te dire, je sais pas, peut-être si tu me rejoins là-dessus, que j'ai l'impression qu'un jour, iPadOS deviendra l'OS un peu grand public. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai l'impression que même au niveau de Google, ça s'active, notamment avec le projet Fuchsia. Parce que j'ai l'impression, tu sais, quand tu te refais l'histoire, les premiers systèmes d'exploitation, c'était de la ligne de commande. C'était vraiment, il fallait être un barbu pour pouvoir les utiliser. Et on a rendu ça de manière user-friendly avec les interfaces graphiques qui sont arrivées. Et je pense que c'est une erreur de pas se dire que les OS vont continuer à évoluer. On est trop bloqué macOS, Windows, on a trop je pense qu'on rate le coche de ce que eux sont peut-être en train de voir à long terme, c'est-à-dire qu'un jour, ces OS là qu'on utilise tout le temps sur nos smartphones deviendront peut-être la norme et on continuera quand même de garder macOS ou Windows un peu comme comme ce qu'on aurait aujourd'hui sur un Windows Server, tu vois, des trucs de barbus. Pour les barbus et pour les gens qui ont besoin d'avoir la main sur tout dans un OS. Et je pense que cette réflexion de nous deux, on se fait. Je pense qu'on est en accord là-dessus. Tu me dis si je me trompe. Oui, je crois aussi, effectivement. Je crois qu'il y a peut-être une question de principe que j'ai pas envie de dépasser, de me dire non, l'iPad c'est de ce côté, l'autre c'est de l'autre côté, et c'est comme ça que c'est. Et je m'accroche peut-être un peu trop à ce principe, c'est possible, mais c'est marrant parce que en disant ce que tu dis, tu rejoins un peu la philosophie, en tout cas, de Steve Jobs, qui voulait faire de ces OS-là des OS vraiment encore plus grand public que ce qu'on a aujourd'hui avec les ordinateurs. Et peut-être que pour arriver à ce résultat, il faut les faire un petit peu évoluer, comme on l'a déjà vu avec les systèmes de fichiers, avec les changements de l'interface graphique, pour les amener à assez de versatilité pour qu'ils soient utilisés par plus de monde de manière professionnelle. Ce qui est certain, c'est que les interfaces mobiles sont déjà les interfaces du grand public, mais certaines utilisations restent difficiles. Avant de conclure sur ce sujet quand même, Gaël, est-ce que toi, ça t'inspire des choses, toute cette histoire ou je rejoins complètement Mathieu sur la fin, et ce qu'il disait à la fin, c'est effectivement, je pense qu'en tant qu'utilisateur, tout simplement, avoir l'iPad qui devient finalement et qui se transforme de plus en plus en Mac mini, pour moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Je suis désolée pour toi, Patrick, mais ça a du sens. Et alors, ils ont encore des efforts à faire pour que ça devienne vraiment une utilisation
professionnel. Alors quand je dis professionnel, c'est professionnel dans la bureautique de tous les jours. Hein. C'est pas pour le graphiste qui a vraiment besoin de plus d'éléments, mais pour un usage bureautique simple d'un Apple, je pense que c'est le sens de l'histoire aussi, et je trouve ça plutôt très bien. Pour te donner juste un tout dernier exemple, Patrick, et pour enfoncer le clou rapidement, en fait, par exemple, moi, mes parents sont très réfractaires à la technologie. Déjà, à l'époque, quand ils voyaient les magnétoscopes, ils étaient effrayés avec tous ces boutons. Et moi, je vois aujourd'hui mes parents faire du WhatsApp, un truc qui est pour moi complètement dingue, en fait, et d'être un peu à l'aise, sur un smartphone Android. Et je pense que les gens qui sont au-dessus, voilà, les gens de chez Apple, de chez Google et tout ça, ils comprennent ça. Et sans même parler du monde pro, je pense qu'il y a un OS comme ça qui doit exister, ou plusieurs d'ailleurs, hein, Google, Apple et d'autres, qui doit exister pour ces gens-là, en fait. Ça permet de rattraper le retard que eux n'ont pas réussi quand il y a eu la vague Windows, etc. Tu sais, même avec les premières interfaces graphiques. Et je pense vraiment à penser à ces gens-là que c'est la solution. Ce type d'OS, voilà. Moi, j'ai plus envie de donner à mes parents un truc qui est sous iPadOS ou sous Android que de donner un truc sous Windows, en fait. Non, mais qu'on ne se méprenne pas, je suis bien d'accord sur le fait que ces OS sont plus simples, mais ma préoccupation, justement, ma question, c'est est-ce que si on complexifie ces appareils qui sont simples, est-ce qu'on les rapproche des OS de bureau classiques et est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de perdre les bénéfices de cette simplicité ? C'est ça ma question, tu vois, si on transforme macOS, on lui rajoute une souris, un système de fichiers, un clavier, des éléments d'interface un peu complexes, si on le transforme, on le rapproche de macOS, est-ce qu'on va pas perdre... Oula, Gaël, on a des parasites, est-ce que tu peux te muter quand tu parles pas, s'il te plaît, ça serait cool. Donc voilà, moi j'ai peur qu'on perde cette simplicité, mais ce qui est sûr aussi, j'entends bien ce que vous dites, et il faut lui faire gagner en... versatilité à ces appareils, et peut-être qu'Apple est en train de trouver le bon équilibre. Et ça, on le verra dans les semaines et les mois à venir. Retournons un petit peu vers Gaël, justement. Juste quelques dernières remarques sur Apple. Il semblerait que, d'après les différentes sources qu'on entend, la fabrication des appareils de la rentrée soit repartie. La Chine, comme eux, ils sont restés chez eux, ils ne sont pas sortis dans les parcs pour boire des coups. Ils sont en train de relancer la production dans les usines et il pourrait visiblement être prêt pour les livraisons, en tout cas du côté de Foxconn et des constructeurs principaux pour les livraisons de l'automne. Donc on verra. Bon, puisqu'on évoque à demi-mot tous ces sujets, Gaël, toi tu nous disais ça fait un petit moment que c'est l'école à la maison, et tu voulais nous parler de quelques ressources que tu as pour aider les gens qui sont dans cette situation aussi ? Ouais, c'est ce que effectivement je t'évoquais. J'ai multiplié mes casquettes et j'aime dire que maintenant je suis une digital mom, entrepreneur et teacher working from home. Donc ça fait beaucoup de choses à faire à la fois. Je pense que je suis clairement pas toute seule dans cette situation. J'ai une semaine d'avance effectivement sur le reste, étant dans l'Oise. Et du coup, voilà, j'ai créé une petite page Facebook qui s'appelle Ma classe à la maison. Et vraiment l'objectif, c'était moi de partager toutes les ressources que je connais, que je trouve, parce que c'est aussi de par mon métier que je les connais bien, et de partager aussi l'expérience, les bonnes pratiques ou moins bonnes pratiques aussi, mais ayant l'habitude de la tech et de se servir du numérique, j'en vois plein qui sont effrayés de télétravailler. Déjà, rien que ça les effraie, mais alors télétravailler avec son ou ses enfants à côté, ça devient très compliqué. Donc voilà, donc je donne des petits conseils sur comment s'organiser, planifier sa journée. Voilà, moi ce que j'avais commencé à faire, c'était de faire des organisations très comme à l'école, en essayant de suivre le planning de l'école exactement. Et puis je me suis aperçue que en fait il fallait pas vouloir trop en faire. Et entre la semaine 1, la semaine 2 et là la semaine 3, tu vois, j'ai réadapté le programme. Donc le matin, c'est les petits...
Justement, ouais, je vais mettre le lien, c'est très facile, hein, c'est facebook.com/classe à la maison pour aller voir ta page spécifiquement dans laquelle tu réunis des ressources qui vont emmener les gens ailleurs. Mais si tu dois donner quelques conseils comme ça, les gens qui en veulent beaucoup pourront aller voir la page, mais quelques conseils au moins essentiels, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui sont dans cette situation ? Le conseil numéro 1, c'est planifier votre journée. Moi, ce que j'ai fait, c'est un petit tableau blanc affiché parce que ça rassure les enfants. Donc, même si le planning il change dans la journée, rien que le fait qu'ils aient le planning dans la journée, c'est super important. Et le deuxième gros conseil, c'est de se dire, il faut aussi apprendre en jouant. Donc, il ne faut pas culpabiliser et de se dire, mon Dieu, je l'ai fait jouer, je le fais pas, je lui fais regarder la télé, c'est pas bien. Il y a plein de ressources vidéo. Il y a quand même le secteur EdTech qui s'est quand même beaucoup mobilisé pour mettre des ressources gratuites. Il y en a vraiment dans le monde entier, donc c'est ce que j'essaye de répertorier un peu pour les petits, les moyens, les grands. Il y a beaucoup de choses même à la télé. Aujourd'hui, en France, on a France Télé qui met à la télé des enseignants pour le primaire le matin, le collège l'après-midi, qui fait cours carrément à la télévision pour ceux qui n'ont pas Internet. Donc ça, c'est pas mal de choses intéressantes. Et il y a plein de webinaires qui sont gratuits aujourd'hui, donc c'est aller chercher un petit peu tout ça. Il y a même YouTube, je trouve que c'est une bonne initiative de YouTube pour le coup, qui a fait une page qui s'appelle Learn with YouTube, et en fait ils ont mis toutes les vidéos d'apprentissage bien répertoriées, parce que c'est pas facile de s'y retrouver dans YouTube, donc ça c'est intéressant. Les opéras qu'on peut faire à la maison, les musées qu'on peut faire à la maison, il y a quand même beaucoup de choses, donc voilà. Et un autre conseil aussi, c'est de se garder un peu de temps pour soi, parce que si on doit travailler, c'est de réussir aussi à travailler d'un côté et laisser les enfants de l'autre. Donc faire de la vidéo ou du jeu pour les enfants, c'est important. Et la dernière expérience que j'ai pu faire, je pense qu'il y en a partout dans le monde. Tout le monde se fait des apéros virtuels. Je ne sais pas si vous en avez fait. Moi non, mais genre j'ai des amis autour de moi qui l'ont fait. En fait, moi j'ai pas d'amis, donc c'est plus facile. Je suis en confinement depuis longtemps. Donc. Voilà, moi j'ai fait apéro virtuel, mais j'ai surtout fait pour mon fils, et ça c'est super intéressant. C'est la récré virtuelle. Donc en fait, on casse la journée en deux, et après le déjeuner, avec les enfants de sa classe, on a organisé au travers des outils qu'on a. Hein, ça peut être WhatsApp, Zoom, Facebook Messenger. Enfin, il y a énormément d'outils pour pouvoir le faire, et on se fait 30 minutes où les enfants de la même classe se voient. Alors au début, les 5 premières minutes, au tout début, la première était un peu bizarre, ils savaient pas trop quoi se dire, et puis ils ont fini par se montrer leur chambre, leurs jouets, leurs animaux de compagnie pour ceux qui en avaient. Donc c'est assez rigolo. En plus, en tant que parent, t'as l'impression d'être une petite souris à la récré. Ouais, dis-moi. C'est pas le bordel, parce que s'il y a 25 personnes sur un WhatsApp ou un Skype, bon, pas Skype, c'est des trucs de vieux, mais un truc Zoom. comme ça. C'est pas Zoom, ouais. Nous, on a utilisé Zoom, qui est très bien. Mais c'est pas le bordel parce que tout le monde se met à parler en même temps. Alors jusqu'à présent, ils n'ont jamais été toute la classe réunie entièrement au même moment. Donc c'est souvent tout le monde vient pas tous les jours. Donc en général, nous, c'est allé jusqu'à une dizaine. Et à une dizaine, franchement, ça va. Ils arrivent. Alors c'est un petit peu le bordel, mais comme dans une cour de récré, hein, finalement. J'ai envie de te dire. Donc voilà, et je les ai même vus, alors le mien il a 7 ans, se faire des battles entre Alexa et OK Google quand même, par interposer. Donc la discussion avait commencé en mode moi j'ai Alexa à la maison et elle m'aide beaucoup. Ah moi j'ai OK Google et il est plus fort qu'Alexa. Ah ouais. Ah mais c'est terrible, c'est plus mon papa il a une plus grosse voiture. La voiture de mon papa, c'est exactement. C'était ça avant. Maintenant c'est moi mon OK Google il est plus fort que ton Alexa. Donc ils sont des battles comme ça. On vit une drôle d'époque. Hein. Ouais, on vit une drôle d'époque. Mais c'est assez mignon et c'est super important parce que alors le mien il est tout seul, donc je voulais pas qu'il devienne Mowgli à la maison à juste être en interaction avec le chien. Mais même pour ceux qui sont plusieurs, de voir les copains de la récré, les copains de l'école, c'est quand même ça leur laisse un moment ensemble. Donc voilà.
Et puis, dernière chose aussi, avec Coude, on propose des webinaires gratuits aussi. Donc, pour ceux qui sont les collégiens, on fait des petits webinaires d'1 heure toute la journée, de 10h à 17h, et les élèves peuvent apprendre à programmer, c'est au programme scolaire, et du coup créer des petits jeux pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Voilà, donc on essaye de participer aussi avec tous les, comme je te le disais, tous les startups de la tech et les autres à proposer des choses gratuites de manière solidaire. Mais du coup, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, enfin c'est celle que je voulais te poser il y a un instant. Les programmes, tous les enfants ne sont pas forcément au même endroit du programme, ils n'ont pas forcément besoin du même sujet exactement au même moment. Du coup, tu dois adapter et trouver la bonne ressource qui correspond à là où ils en étaient dans leur année, ou c'est déjà prévu pour, ou comment ça se passe ? Alors, normalement, quand même, les écoles, les enseignants ont envoyé là où ils en sont dans le programme. Donc, toutes les semaines... toutes les semaines, tu sais justement les thèmes. En histoire, on va dire, là, il faudrait réviser la préhistoire, les Romains, que sais-je encore. Enfin, il y a plein de choses. Donc, tu as quand même en général les thématiques. Tu as quand même les cahiers de tes enfants qui sont revenus à la maison, donc tu connais leur cahier et tu vois où ils en sont. Et après, tu as le programme scolaire qui se retrouve sur les sites du ministère. Le CNED a mis en place tout le programme aussi à disposition. Tu as le réseau Canopé qui est l'opérateur du ministère qui aussi a mis plein de choses à disposition. Et il y a même le site MaxiCours, qui à la base est un site payant pour du soutien scolaire, qui est gratuit de 9h à 17h, je crois. Où pareil, tu as accès à plein d'exercices, de vidéos. Donc il y a énormément de choses, d'où le fait d'essayer de partager un peu et de répertorier un peu tout ça. Et c'est une page que j'ai faite vraiment pour qu'elle soit collaborative. Je l'ai initiée, mais je sais qu'il y en a d'autres, des pages qui font ça. Et le but, c'est de partager ces expériences et les ressources qu'on trouve à droite à gauche. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a presque trop de choses pour s'y retrouver. Donc, une page pour indexer tout ça et pour donner des conseils. La tienne, c'est Ma classe à la maison, et on mettra, comme je le disais, le lien dans les notes de l'émission si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Écoutez, on va arriver à la petite pause dans l'émission, une petite pause pour vous rappeler que cette émission est soutenue grâce aux patriotes, aux gens qui décident de venir sur patreon.com/rdvtech et de donner quelques sous. Si vous écoutez depuis un moment, si ça vous fait passer un bon moment, si ça vous distrait, si ça vous change un petit peu les idées, ou si ça vous est utile, pensez peut-être à aller sur la page qui est dans les notes de l'émission, et puis vous dire, pour moi, pourquoi pas, je vais moi aussi contribuer à faire avancer l'émission et à ce qu'elle se fasse, à ce qu'elle continue à exister. Vous pouvez, j'ai plusieurs personnes qui me disaient que le Kling Patrick fonctionne quand vous rentrez du footing, si vous êtes sorti pendant votre heure spécifique en écoutant l'émission, vous pouvez, quand vous mettez vos clés dans le petit bol, ça fait cling, et là vous dites Patrick, il faut à ce moment que je mette ma petite contribution. Je lis notamment le commentaire de Manu qui vient de devenir un contributeur. Il dit « Et voilà, des années, entre parenthèses, j'ai un peu honte, que j'écoute gracieusement le Rendez-vous Tech avec plaisir pendant que je fais mon footing. Ce matin, coronavirus oblige, en faisant mon footing dans le jardin pour la première fois de ma vie. C'est pas Versailles ici, nous dit-il. J'ai eu le déclic et hop, fin du jogging et rendez-vous sur Patreon. Et voilà, 3 clics et c'est réglé. Encore bravo pour ce podcast. Merci à toi. C'est vraiment 3 clics, ça prend vraiment 2 minutes. Donc, si vous êtes à la maison ou si vous rentrez bientôt et que vous avez un petit moment, cette émission, elle existe grâce à ceux qui décident de la soutenir. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous devenez Patreon maintenant, je vous accueille dans la communauté avec grand plaisir et avec les bras ouverts. Le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech.
Alors, on va continuer avec d'autres sujets, toujours pas de coronavirus directement, on va y venir, mais le truc que je voulais évoquer, c'est WhatsApp et Instagram qui sont en train de tester des messages qui s'autodétruisent. C'est un petit peu encore une copie du principe de Snapchat, on va dire. Des messages qui s'autodétruisent une fois que la personne à qui on l'a envoyé l'a vu, ou toutes les personnes du groupe l'ont vu. C'est intéressant parce que cette question d'éphémère dans les communications qui va à l'inverse de la tendance qu'on a depuis des années. Et puis il y a aussi la question de la censure d'une part et de la surveillance d'autre part, parce que si le message s'autodétruit et qu'il est plus sur les serveurs de Facebook en l'occurrence, parce que ces deux apps sont des apps de Facebook, bah ça détruit la possibilité de faire de la surveillance et entendons-nous bien, si c'est pour vous vendre quelque chose, il pourrait vous classer dans une catégorie, même si le message est détruit. Une fois qu'il est détruit, c'est pas très grave. Mais bon, a priori, si c'est bien fait, ça sera pas le cas. Mais en tout cas, pour les autorités, on peut plus après coup aller chercher de quoi il s'agit si ça n'est même plus sur les serveurs. Fonctionnalité demandée peut-être par certains utilisateurs ou qui pourrait être utilisée, c'est encore en test pour le moment, à la fois sur WhatsApp et sur Instagram. Mais ça pourrait être intéressant, utile pour certains. C'est un truc qui vous intéresserait. Ça protège un peu mieux la vie privée, peut-être ? Ah ben moi, je suis pour, oui, tout à fait. Ouais. Les messages qui s'autodétruisent, ouais, c'est bien. Ça évite d'avoir trop d'historique et ça protège effectivement les traces qu'on peut laisser. Donc après, je ne sais pas, j'ai pas fait attention si c'était, de la façon dont ça allait être fait, si c'est automatique, si c'est automatique pour tous les messages. Comment ? Alors je pense qu'il faudra l'activer. Bah c'est encore qu'en test, hein, donc on ne sait pas, mais il faudra l'activer soit pour une conversation, soit pour un message, mais ça sera pas par défaut pour tous les messages. Ça, j'y crois pas, non, je pense pas. Non, oui, mais je savais pas si pour un message en particulier, si tu peux quand même l'activer en disant, bah moi je veux que pour tout ce groupe de discussion, ça soit le cas, par exemple. J'imagine que ça serait, oui, pour un groupe de discussion entier. Ça, je pense que ça pourrait être activé. Ça, j'imagine. Donc, on pourrait discuter secrètement de nos préparations d'émissions sur le WhatsApp du Rendez-vous Tech. Ça serait idéal comme outil pour ne pas se faire attraper par la police. À propos de se faire attraper par la police, il y a Huawei qui est en train de tester App Search. Vous savez que Huawei ne peut plus utiliser l'App Store parce que à cause des restrictions du gouvernement américain avec la Chine, et ils ont mis en place leur propre App Store, mais toutes les apps n'y ont pas été ajoutées encore, et donc ils sont en train de tester une fonctionnalité qui vous permet de trouver des apps qui seront side-loadées, enfin des apps qui ne sont pas sur l'App Store, mais qui sont téléchargeables directement. Le fichier de l'app est téléchargeable directement depuis le web, et donc c'est en fait une sorte de moteur de recherche pour apps Android qui ne sont pas installés par un App Store. Et donc, on pourrait installer sur leur téléphone Huawei. C'est un moyen de contourner l'interdiction d'utilisation des services Google, qui est assez intelligente et qui pourrait se développer. Alors, c'est moins sécurisé, c'est moins machin, tout ça, mais c'est un bon moyen de contourner encore l'interdiction dont est victime Huawei. Je pense que c'est pas bête comme système. Si tu me permets, j'ai quelques réserves sur cette news, parce qu'en fait, quand on connaît un petit peu... alors, je pense que pour moi, l'App Search, il vient plus en soutien à l'App Gallery, qui est le store de Huawei. Oui. Voilà, exactement, qui est un peu équivalent à un désert du Nevada. Parce que je t'explique, moi, le problème que j'ai avec cette news, et je pense ne pas être le seul, c'est qu'il y a certaines applications qui fonctionnent parce qu'on a ce qu'on appelle les Google Services mobiles.
Je pense notamment à des applications très populaires comme YouTube et même parfois, c'est ce que je lisais dans certains commentaires de cette news, des applications bancaires. Et le problème, c'est que si les Google Services mobiles ne sont pas inclus dans le smartphone, puisque Huawei, lui, il n'y a pas longtemps fait une conférence de développeurs et a annoncé qu'eux, ils ont développé leur Huawei Service Mobile, voilà, qui est le GSM pour Google et le GMS pour Google et le HMS pour Huawei. Le problème, c'est que si tu n'as pas accès à ces Google Mobile Services, eh bien, tu peux te retrouver dans l'impasse de ne pas pouvoir installer malgré tout des applications qui te seront refusées. Moi, j'avais une tablette, pour te donner un exemple, Toshiba, qui, tu sais, c'était le genre de mini tablette où tu avais en dual boot Windows et Android. Et quand tu allais sur Android, eh ben, ils n'avaient pas les accords de Google pour pouvoir mettre les Google Services, donc pas de Play Store, pas de Gmail, pas de Google Maps et pas tout ça. Et tu avais beau récupérer les APK, si tu t'y prenais mal, eh ben, ça ne fonctionnait pas. Et il fallait absolument mettre d'abord les Google Mobile Services pour que ça fonctionne. Donc, j'ai beaucoup de réserves sur cette euphorie et je pense que tu vois, par exemple, c'est pas impossible, mais il va falloir mettre les mains dans le cambouis, flasher tout ce qui est à base de kernel, tout ça, on rentre dans le truc très compliqué, mais voilà, pour avoir accès aux fameuses grosses apps que sont YouTube, par exemple, Google Maps et tout. Après, pour des utilisations comme WhatsApp ou Facebook, je pense que c'est jouable. Voilà. Le truc, c'est que je pense qu'effectivement, leur App Gallery, qui est leur App Store, c'est là qu'ils vont réunir les grosses applications. Alors évidemment, il n'y aura pas des applications Google directement, mais ils proposeront des alternatives qui seront étudiées et sérieuses. Là où l'App Search, comme tu le disais, vient en complément de App Gallery, tout ça est encore en développement, hein, mais ça vient pour les petites applications, pour les petits développeurs qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de proposer leur application sur l'App Store de Huawei. Donc effectivement, peut-être que certaines de ces applications ne fonctionneront pas sans les Google Mobile Services, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'il y en aura aussi qui fonctionneront. Et celles-là, c'est des applications qu'on n'aura pas forcément la possibilité de retrouver sur l'App Store de Huawei. Donc c'est un moyen de combler, de colmater les trous et les trous de leur nouvel OS en fait. Et si aujourd'hui c'est pas convaincant, peut-être que si la situation dure, ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais dans 2 ou 3 ans, le système sera un petit peu plus rodé et fonctionnera un peu mieux. Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est d'accord que l'idée est bonne et qu'il fallait la faire, bien entendu, mais ça risque de poser. Est-ce que tu penses qu'un smartphone aujourd'hui peut se passer d'un Google Maps, d'un YouTube, tu vois, des choses qui sont tellement une colonne vertébrale aujourd'hui. Voilà, moi je suis pour que les gens. Je suis pas pro Google plus que ça non plus. Si les gens veulent se passer des services Google, mais on l'a bien vu, tu vois, avec juste des Windows Phone à l'époque qui sont vraiment retrouvés fusillés à cause de ça. Peut-être même plus que parce qu'il manque la petite application que tu utilises gentiment, voilà. Bien sûr, mais disons que là, c'est un problème, une question que tu poses à laquelle on n'a pas forcément encore la réponse. Évidemment, c'est plus compliqué sans ces services-là, mais Huawei n'a pas le luxe de se poser cette question. Huawei, ils sont dans cette situation maintenant et il faut qu'ils trouvent des solutions autant qu'ils peuvent pour pallier à la situation. Évidemment que ça serait plus simple pour eux si on pouvait avoir à la fois Google. Disons que je crois que je te rejoins d'une certaine manière en disant que si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait qu'un téléphone Huawei va vous convenir, dans ces conditions, c'est plutôt des téléphones à éviter. C'est pas qu'on peut se dire pour un consommateur lambda, ah bah il y a App Search donc c'est bon, j'aurai toutes mes apps de toute façon. Là, je te rejoins tout à fait. D'autant plus que ce type d'utilisation peut faciliter les infections par des applications malveillantes et ce genre de choses qui ne sont pas vérifiées. Donc oui, sur ce point, c'est très loin d'être une situation idéale pour Huawei, on est tout à fait d'accord. Et cette situation, juste pour terminer, on voit bien qu'elle est vraiment là, mise en place et on sent bien quand même l'importance qu'on peut avoir, nous, Européens, puisque les tests sont effectués en Allemagne
et que c'est vraiment en fait ici la sauvegarde, on va dire, du vivier de consommateurs européens plus que par exemple en Chine ou ailleurs, quoi. Parce qu'ils sont absents du marché américain. Oui, en Chine ou ailleurs, de toute façon, quand on parle d'alternatives aux services Google, ils en ont déjà une bonne tripotée. Donc, oui, tout à fait. Juste une petite remarque en passant pour continuer à évoquer l'aspect biaisé de l'intelligence artificielle à ce stade et de la reconnaissance. On parle de reconnaissance faciale souvent, mais on se rend compte que même la reconnaissance vocale est biaisée, puisqu'on a vu une étude qui nous explique que la reconnaissance vocale, donc la reconnaissance de parole, des outils d'Amazon, Apple, Google, IBM et Microsoft rate 19% des mots chez les personnes blanches contre 35% des mots chez les personnes noires. Donc là encore, comme pour la reconnaissance faciale et peut-être même avec une plus grande proportion, il y a une inégalité dans la manière dont le deep learning traite les données de personnes de différentes ethnies. Alors, comme pour la reconnaissance faciale, on imagine que c'est dû à une moins grande disponibilité des exemples qui sont utilisés pour entraîner ces modèles, mais il n'empêche, les résultats sont là et ils sont bons à garder à l'esprit. Disons que là, ça a quand même des conséquences moins graves que pour la reconnaissance faciale, qui est utilisée parfois par des services de police et des autorités. Là, on pense que c'est plutôt pour les outils comme les trucs qu'on évoquait, les assistants intelligents, etc. Donc, c'est plus frustrant, mais ça n'a pas... À moins qu'il y ait une utilisation à laquelle je ne pense pas, ça n'a pas les conséquences plus graves qu'on évoque avec la reconnaissance faciale. Écoutez, on va conclure avec quelques sujets sur ce qu'il y a autour de la pandémie, quand même, parce qu'il faut qu'on se tienne au courant sur ces choses-là aussi. D'abord, vous avez peut-être suivi l'épopée de l'attestation pour pouvoir sortir pendant le confinement, qui a d'abord été utilisable sur les smartphones et puis finalement non. Si vous posiez la question de savoir pourquoi finalement on n'a pas le droit d'utiliser cette attestation sur son smartphone, il y a 3 raisons. D'abord, c'est un problème de sécurité. Ça peut créer des incitations au phishing en vous proposant un outil qui va vous le faire, etc. Sur votre smartphone. Ça peut effectivement, et en plus les fichiers PDF ne sont souvent pas super bien sécurisés, donc ça peut provoquer des problèmes de sécurité sur votre téléphone. La contamination par le virus, on sait qu'il peut vivre longtemps sur l'écran du téléphone, donc présenter le téléphone aux forces de l'ordre, ça pourrait contribuer à diffuser le virus aussi. Et puis, il y a un autre aspect qui est que sur un téléphone, c'est facile à falsifier, à arranger, à faire juste au moment où on y est. Et puis, il y a un aspect, je crois, c'est peut-être ce qu'on ne dit pas, mais qui est le plus important, un aspect psychologique qui est important dans le fait de rédiger cette attestation. On se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir, etc. On en parlait quand je parlais avec des Italiens dans mon émission de Phileas Club de cette mesure, il y a quelques jours, avant qu'on en entende parler en France. Et d'après eux aussi, c'est vraiment une question psychologique de se dire, d'inciter les gens à ne pas sortir s'ils n'en ont pas besoin. Il y a également au Kenya, alors ça n'a plus rien à voir, une accélération du développement d'Alphabet. Loon, vous savez, Alphabet, société parente de Google, et Loon, c'est leur technologie de ballon qui diffuse Internet. Ils accélèrent la diffusion au Kenya pour aider les communications dans le pays, pour aider à combattre la diffusion du virus. Donc, c'est une utilisation intéressante de cette technologie qui sert enfin vraiment concrètement, espérons qu'ils vont pouvoir le développer. Et puis une autre chose à évoquer également, le fait que avec toutes les questions de confinement et de télétravail, on aurait dû l'évoquer peut-être la dernière fois, mais une chose à garder à l'esprit en plus des bonnes choses à retenir pour bien télétravailler, comme s'habiller le matin par exemple, c'est le fait que les attaques vers les réseaux d'entreprise se retrouvent beaucoup plus efficaces quand on travaille de chez soi, et d'autant plus dans ces moments de situations tellement particulières. Donc encore plus que d'habitude, soyez bien
nos faits des problèmes que ça peut poser. S'il y a un truc un petit peu louche qui arrive dans votre boîte mail, réfléchissez à 2, 3, 10 fois avant de cliquer sur la pièce jointe, etc., etc. Pensez bien à votre sécurité informatique encore plus que d'habitude dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Tiens, parlons un petit peu de Disney et de Disney+. Alors, il y a d'une part le gouvernement européen qui a demandé l'aide ou on va dire la participation des gros services de vidéo pour qu'ils réduisent la consommation de bande passante sur les réseaux. Vous le savez, la vidéo, c'est le service qui sur Internet consomme le plus de bande passante, et tous les gros services ont annoncé qu'ils allaient non pas réduire la résolution des fichiers dans l'ensemble, on va dire, c'est surtout le cas de Netflix, la résolution des fichiers, mais le bitrate, comment dire, la bande passante, oui, le volume de données qu'utilise une image ou une minute de vidéo, ce que ça fait, c'est que la résolution n'est pas réduite, donc sur le papier, ça reste la résolution HD ou 4K que vous avez demandé, mais la qualité de la compression est moins bonne parce que la quantité de données est moins importante, donc on peut avoir une image d'un petit peu moins bonne qualité. YouTube a fait un truc qui est un petit peu différent, ils réduisent la qualité, la résolution par défaut qu'ils vont servir, même si on peut sélectionner une résolution plus élevée. Apple TV a aussi réduit le bitrate, la qualité des vidéos. Sur Apple TV, je pense que ça joue pas énormément sur la quantité de données utilisées en Europe, parce que bon, c'est genre, bon, merci Apple, c'est gentil, mais vous représentiez 0,0001%, donc merci, c'est toujours bon à prendre, mais voilà. Et puis surtout, l'Europe et la France ont demandé à Disney de participer avec Disney+. Disney+ aura un bitrate réduit en Europe, et le lancement est décalé en France. Pourquoi ? Parce que, en fait, contrairement à Netflix ou d'autres fournisseurs de services, Disney n'a pas les serveurs en Europe et les serveurs locaux qui permettent de réduire la quantité de données qui passent par les câbles sous-marins entre l'Europe et les États-Unis. Netflix envoie tout directement des États-Unis, contrairement à Netflix et d'autres qui ont des serveurs en Europe. Alors, il y a eu une petite discussion sur les réseaux qui, moi, me semble pas tout à fait justifiée sur la vraie raison du décalage au 7 avril du lancement de Disney, parce que certains disent oui, mais est-ce que dans les autres pays ça va marcher ? Pourquoi est-ce que la situation serait différente le 7 avril ? Moi, je pense qu'on sera encore en confinement le 7 avril et même beaucoup plus tard. Le truc, c'est que en décalant le lancement dans les différents pays, ça va réduire un peu la charge sur la bande passante dans les différents pays, et donc la France étant un gros pays, bah, ça va réduire, et on est très consommateur de ce type de service, ça va réduire la charge au niveau européen, ce qui est pas mal. Certains disaient « Oh, mais c'est Orange qui a poussé le gouvernement parce que ça leur permet de pousser OCS qui est gratuit en ce moment ou qui est bon marché en ce moment, et donc c'est une question commerciale, etc. » Bon, au-delà d'une possible cause de négociation entre Canal+, qui a les droits pour la diffusion classique, pas les droits pour la diffusion par Internet, de négociation avec eux, ça repousse de 2 semaines pour pouvoir trouver des accords, peut-être, mais enfin, à mon sens, c'est pas que dans 2 semaines, tout à coup, les utilisateurs vont se dire « Ah bah non, j'ai regardé OCS pendant 2 semaines de plus, du coup maintenant j'ai plus envie d'avoir Disney+, je vais pas m'abonner ». Franchement, ça me paraît assez capillotracté comme raisonnement et un petit peu conspirationniste. Mais peut-être, je sais pas, est-ce que ça vous paraît plus crédible, cette idée que Orange aurait poussé pour le décalage, pour gagner des abonnés avec OCS ? Honnêtement, j'y crois pas, mais tout est possible. Hein. Comme tu le dis, je pense que c'est pas ça qui va faire que on va ou non s'abonner à Disney+, parce qu'on en a trouvé un autre mieux avant. Disney reste Disney, et on fera tous pareil, on mettra nos gosses devant Disney, surtout si on en est à la 16e semaine de confinement. Oui, je pense que ça restera un truc populaire, ouais.
Et justement, mettre les enfants devant la télé, et peut-être les grands devant la télé, on a vu que le gouvernement est prêt à modifier temporairement, bien sûr, la loi sur la fenêtre de... Ah merde, comment ça s'appelle ? La fenêtre des médias, la fenêtre La chronologie. La chronologie des médias, merci beaucoup. Voilà. Donc... mettre en VOD plutôt les films qui étaient censés sortir maintenant au cinéma ou qui sont déjà sortis. Bien sûr, ils sont très affectés. Aux États-Unis, ils sont en train de réfléchir très sérieusement à les rendre disponibles tout de suite, puisque pour un prix plus élevé, bien sûr, pour on va dire une vingtaine d'euros ou peut-être même plus. Un film qui était censé être au cinéma, évidemment, c'est quelque chose qui serait intéressant. Taïwan est en train d'utiliser les téléphones mobiles. Là, je serais curieux d'avoir votre avis sur la chose. Les téléphones mobiles pour s'assurer que les quarantaines sont respectées. C'est-à-dire qu'ils ont les données de localisation des téléphones mobiles des personnes qui sont censées rester en quarantaine chez elles. C'est pas juste pour le confinement, hein. On parle des personnes qui sont malades et qui sont censées rester en quarantaine chez elles. Donc ils utilisent les données du téléphone pour s'assurer qu'ils ne sortent pas. Et bien sûr, pour s'assurer qu'ils ne sortent pas sans leur téléphone, qui serait possible, ils appellent 2 fois par jour à des horaires, j'imagine, aléatoires, pour s'assurer que la personne est bien au téléphone et a bien son téléphone avec elle. Alors, pour quelqu'un comme moi qui passe son temps à expliquer qu'il faut faire attention avec les données personnelles et qu'elles peuvent être utilisées par les autorités à des fins discutables, est-ce que ça, c'est une utilisation qui vous paraît raisonnable, acceptable ? Peut-être Mathieu ? Je suis un petit peu partagé parce que voilà, la culture que nous avons ici nous donne envie de nous soulever contre ce genre de pratique et on a envie de tout de suite activer les pare-feux et dire non, ça jamais chez nous. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu aussi comme le confinement, c'est un mal pour un bien. J'ai envie de te dire, voilà, où on demande aux gens un effort civique, donc de se priver de liberté. Donc je comprends un petit peu la démarche de dire voilà, faites un effort et aidez-nous à contrôler ce qui se passe et donc accepter de donner un petit peu de vous-même, de vos données personnelles pour s'assurer que le confinement est bien respecté, la quarantaine est bien respectée. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose et je pense qu'on le dit souvent dans n'importe quelle histoire, c'est la boîte de Pandore, quoi. C'est une fois qu'elle est ouverte, est-ce qu'on saura la refermer quand on n'a plus besoin, quoi. C'est un peu Thanos, quoi. C'est le gant de l'infinité, quoi. Est-ce que après, une fois que tu as goûté, est-ce que tu le refermes ou pas ? Et ça, malheureusement, je pense que c'est ce qui affole les gens qui ont peur, surtout quand tu es dans des pays comme ça, où tu as autour de toi des pays comme la Chine qui sont le parfait exemple de ce que tu veux peut-être pas voir chez toi. Voilà, ça c'est une question qui est délicate, donc c'est pas évident en fait, c'est pas si évident. Moi, je dirais qu'il faut garder ça à l'esprit, effectivement, mais que dans un cas comme celui-ci, surtout quand on parle de quarantaine, à vrai dire, vu comment les choses se passent dans les différents pays, je dirais que peut-être même pour le confinement, ça serait intéressant à utiliser, mais bon, je plaisante à moitié. Quand on parle de quarantaine, on parle d'une personne qui a été testée positive et qui devient une arme, en quelque sorte, pour le virus. Donc, si on a si on a des moments où il faut accepter des conditions exceptionnelles, c'est pile celle-là. Et ne pas utiliser un outil comme celui-là serait incohérent. On ne va pas aller poster des gens à la porte de la personne ou si on peut avoir une autre solution. Donc, et si jamais on se rend compte que la personne n'est plus dans le lieu où elle a été confinée, eh bien, on envoie les autorités dans le quart d'heure aller la retrouver, ce qui est... Enfin, on sait bien à quel point le virus est contagieux, et là, c'est pas du tout des conditions normales. C'est bête de le dire, mais toutes ces questions qu'on se pose, c'est effectivement des questions qui ne sont pas il ne faut jamais utiliser ces outils, c'est il faut faire attention à la manière dont on les utilise et il ne faut pas dépasser des cadres où elles sont acceptables. Et c'est ça tu as complètement raison de le dire, c'est le glissement qui est compliqué et c'est la boîte de Pandore. Et là où la boîte de Pandore, il ne faut jamais l'ouvrir, là, il est difficile de se dire, non, on ne va pas l'utiliser
pour le problème que ça pourrait poser plus tard, parce que les problèmes que ça poserait aujourd'hui de ne pas les utiliser seraient beaucoup plus grands, je pense. Donc, mais les questions sont importantes à être posées aussi. Après, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas non plus dans le cas de, tu vois, est-ce que pour plus de liberté, on est prêt à sacrifier un peu, ou c'est l'inverse, pour plus de sécurité, on est prêt à sacrifier un peu de la liberté? Je crois qu'il y a une grosse différence. Délicat, hein. Cette question, le problème, c'est qu'on a été conditionné à se poser cette question dans le cadre des problèmes de terrorisme. Et dans le cadre des problèmes de terrorisme, elle est complètement légitime, voire importante. Parce que dans le cadre des problèmes de terrorisme, il est fréquent que les mesures sécuritaires supplémentaires n'ajoutent pas énormément à la sécurité. Parce que le terrorisme, justement, le but est de faire peur aux gens pour qu'ils changent leur comportement et pour qu'ils modifient leur société et qu'ils abandonnent leur liberté. C'est un petit peu le but de la manœuvre, en quelque sorte. Et on se retrouve à transformer complètement notre moyen de vie et aller vers un petit peu plus d'autoritarisme sans que ça soit forcément nécessaire. Certaines mesures, oui, mais toutes les mesures, comme ce qu'on a vu avec les révélations de Snowden, non seulement c'était pas nécessaire, mais en plus ça donnait pas de résultat. Bref, sans repartir sur la question du terrorisme, on a été conditionné à approcher les questions tech par ce prisme, sans mauvais jeu de mots avec les révélations de Snowden. Mais là, on ne parle pas de terrorisme, on parle d'une urgence sanitaire dont le danger est non seulement réel, mais qui est une urgence extrêmement pressante qu'il faut contrôler, sans quoi ça aura des conséquences encore plus dramatiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc je crois que se priver d'outils technologiques qui nous permettent de s'assurer que le fonctionnement de ces mesures se passe bien, aujourd'hui, par peur de ce qui se passerait plus tard, c'est une logique qu'on peut appliquer au terrorisme, mais qu'on ne peut pas appliquer à une pandémie. Ce n'est pas le même problème, donc on ne peut pas le régler des mêmes manières. Ceci dit, oui, il faut rester vigilant sur ce qui se passe après. On est d'accord, mais... Je sais pas, Gaëlle, est-ce que je suis... Ouais, moi, le glissement est tellement facile, je trouve, derrière. Oui, parce mais est-ce que ça veut dire que une personne en quarantaine, du coup, on n'utilise pas cet outil pour s'assurer qu'elle reste en quarantaine? On lui demande juste gentiment de rester en quarantaine. Quand on voit ce que les gens font aujourd'hui en France, et c'est pas qu'en France, hein, il y a plein de gens qui disent « Oh, mais c'est nous les Français, on est des rebelles, machin ». Regardez un petit peu autour de vous, c'est dans tous les pays du monde. Les gens, peut-être que c'est un mécanisme psychologique pour dealer avec le problème, on veut pas l'accepter, mais les gens ne suivent pas les règles et Ça, on est d'accord, mais c'est un vrai problème. Les gens ne suivent pas les règles. Donc, du coup, on est en train de se dire, comme les gens ne suivent pas les règles, il faut plus d'autoritarisme. Et comme les pandémies, on en a la première, mais il y en aura peut-être d'autres derrière, en fait, finalement, on va peut-être le laisser, cet outil, parce que ça sera plus facile. Et je te dis pas, j'ai pas la réponse, c'est pas oui ou non, c'est tellement complexe, c'est tellement flippant. Et puis, si on se met à la place des gens qui sont malades, tu vois, cette idée de se dire, en fait, vous êtes des prisonniers et on veut s'assurer que vous êtes bien en prison. Il y a quand même ce côté aussi impactant psychologiquement et qui te donnera soit envie de déprimer parce que voilà, soit tu auras peut-être envie de te rebeller encore plus. Voilà. Après, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et là pour le coup c'est un petit peu ce que je pense aussi et pousser un petit coup de gueule contre vous deux là, vous deux. Vous me regardez bien dans les yeux, là. Hein, j'ai bien fait venir. Non, mais sincèrement, quand on parle d'une personne qui est malade, on ne parle même pas juste de confinement. Ça pourrait se débattre pour le confinement. Mais une personne qui est malade, la laisser sortir. Quand on parle de quarantaine, une personne qui est malade, si elle va sortir, même elle va mettre le masque, elle va mettre des gants, machin, on ne peut pas s'assurer que les choses seront bien faites. Et puis, quand on voit l'attitude des gens, on se rend bien compte qu'on ne peut pas s'en assurer. Une personne qui est malade et qui sort pendant qu'elle est malade, c'est l'équivalent de prendre des petites seringues de coronavirus et de piquer les gens dans la rue au hasard, tu vois. Tu laisserais pas quelqu'un sortir avec un couteau et poignarder les gens dans la rue. Bon, c'est un exemple extrême, mais on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est en confinement et pour lequel, pourtant, elle devrait rester chez elle. On parle d'une personne malade. Donc, si on ne peut pas prendre des mesures extrêmes dans un cas aussi grave que celui-là, et ce n'est même pas des mesures extrêmes, c'est des mesures de restriction, l'alternative, peut-être qu'il faudrait la mettre en quarantaine dans un hôpital avec... Physiquement, oui, mais on n'a peut-être pas les infrastructures nécessaires pour mettre en quarantaine toutes les personnes qui sont malades. On fait quoi ?
on les envoie chez elles sans ces mesures supplémentaires. Je suis un petit peu surpris de votre hésitation là. Non, moi, c'est l'hésitation sur c'est la façon de l'usage, en fait, de l'usage de nos téléphones personnels. Et en fait, si tu veux, à la limite, donne-leur un bracelet électronique, donne-leur un device spécifique, mets-les en quarantaine quelque part, fais quelque chose qui soit vraiment éphémère. Moi, ma problématique, c'est sur le côté éphémère qui risque très, très, très fortement de glisser et de ne plus être éphémère et de mordre sur des libertés par la suite. Moi, dans ces cas-là, faisons un vrai confinement. C'est-à-dire qu'il y a les militaires dans la rue et on ne sort pas. Et personne ne sort parce que de toute façon, il y en a plein, des gens qui sont des petites seringues volantes partout. Ils sont juste pas testés. On ne sait pas s'ils sont malades. Et ils sont aussi contagieux que les personnes qui sont malades. Donc, à un moment donné... Est-ce que tu es porteur du virus et pas avoir les symptômes aussi, ça on le sait. Après, c'est là où il y a deux niveaux de lecture. Écoutez, je comprends. Juste avant de te laisser la parole... Oui. On parle de solutions théoriques là. Vous me dites on pourrait leur donner à tous des machins là, des moniteurs attachés au. Si on les a pas, ces moniteurs, on n'en a pas. On a des téléphones dont on peut se servir. C'est super simple. On appelle 2 fois par jour. On suit les données avec une app qui est installée où on donne l'autorisation par différents biais et on sait où est la personne. C'est une implémentation facile aujourd'hui. Les mettre mais tous en quarantaine. Mais celui qui voudra sortir, il sortira toujours. On t'appelle 2 fois par jour. Ok, et t'es sorti. Enfin, tu peux quand même sortir. Bien sûr, mais c'est un moyen d'ajouter à la sécurisation de la chose. Mais pardon, Mathieu, tu voulais... Moi, je suis... pardon, vas-y. Oui. Moi, je suis. Alors, moi, déjà, en fait, de ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai aussi la vision de la personne malade et qui est responsable. Ça aussi, il faut peut-être pas oublier que ça sera peut-être sans doute, je l'espère, des cas, on va dire, une petite portion de cette population qui. T'allais dire des malade, cas isolés, mais tu ne pouvais pas supporter la plaisanterie associée, d'accord, vas-y. Voilà, non mais je veux dire, voilà, je pars du principe que, alors peut-être à tort, que globalement c'est toujours un petit nombre de personnes qui font les fous et d'autres qui sont assez raisonnables. C'est un peu ça qui m'embête, tu vois, de se dire c'est tout le monde. Je comprends un petit peu la démarche, mais c'est juste de dire l'impact psychologique de la personne qui dit mais moi je reste chez moi, il y a pas de souci. Enfin voilà, est-ce qu'on a besoin de me coller un peu une étiquette de pestiféré et de s'assurer que je suis bien en prison, tu vois, c'est ça le truc. Après, mais c'est littéralement le cas. C'est littéralement, alors pas pestiféré littéralement, mais c'est littéralement c'est marrant que tu prennes cette image parce que c'est exactement. Moi, j'ai un peu l'impression, et je vais vous laisser le mot de la fin, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans une situation où on a été tellement psychologiquement entraîné à être méfiant, qu'on est complaisant et que dans une situation de véritable urgence, on perd du temps à se poser des questions. Comment dire ? Non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. On perd jamais du temps à se poser des questions, mais il y a des moments, il faut agir plutôt que de tergiverser. Parce que sinon, chaque heure, chaque minute compte. Et oui, il y aurait d'autres solutions, oui, il y aurait d'autres choses à faire, mais c'est comme souvent, le mieux est l'ennemi du bien, et à un moment, il y a des choses il faut contrôler. C'est comme un feu de forêt. Si tu provoques une explosion contrôlée et que ça va te faire perdre, je sais pas, une maison, oui, la pauvre personne qui a perdu sa maison, c'est triste, mais il faut arrêter la propagation du feu. Toutes mes métaphores ne fonctionnent pas parfaitement, mais on est dans une situation où on est tellement confortable, on est tellement loin des vraies crises qui ont nécessité des sacrifices, qu'on est en train... Là où moi, je suis le premier à dire « Attention, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas aller trop loin, faire attention, la boîte de Pandore, le gant de l'infinité de Thanos, toutes les métaphores que vous voulez », il y a des moments, il faut aussi savoir se départir de cette prudence et agir pour se poser les questions après. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui est plus... comment dire ? Qui n'est pas adaptée à l'urgence. C'est ma vision de la chose. Mais je vous laisse le dernier mot et puis on va s'arrêter après ça. Mathieu, premier dernier mot, et puis après Gaël, deuxième dernier mot. Voilà, non mais très bien. Mais pour le coup, je te rejoins, sauf qu'en même temps, on voit qu'il y a tellement aussi des mesures
qui sont un petit peu laxistes par rapport à ça. On laisse aller travailler des gens sur certains, alors qu'il y a des, tu vois, dans les chantiers, en sous-marin, il y a quand même des choses qui se passent entre le gouvernement, par exemple, et les groupes du BTP pour les laisser continuer de travailler. Alors je veux bien un coup c'est urgent et un coup non, faut pas que ça soit trop urgent parce qu'en même temps, l'économie du pays, oui, en même temps, il y a un moment, il faut faire un choix. Après, pour moi, je suis un peu plus côté Gaël en disant, si c'est confinement pour tout le monde. J'ai envie de te dire, plus vite on sera tous confinés et plus vite, on pourra maîtriser la chose. Et vraiment, je pense que c'est plus par là que ça marchera. Et excuse-moi, j'ai dit, je te laisse le dernier mot, mais confinement pour tout le monde, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas livrer la bouffe à tout le monde à domicile. C'est pas possible. Il faut que le pays, quand même, la base de l'infrastructure, si elle peut continuer à fonctionner, il faut. Parce que sinon, c'est pas une question de sauvegarder l'économie pour l'avenir pour se faire plus de sous. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'on veut pas qu'il y ait des émeutes dans 3 semaines parce que les magasins seront vides et que je parlais des éboueurs la dernière fois, il y en a plein d'autres, et que les poubelles s'amoncellent. C'est ça le problème. C'est pas qu'on dit confinement pour tout le monde, comme ça c'est réglé. Tu peux pas. Enfin bon, bref. En attendant, juste par rapport à ça, on règle pas le problème parce que par exemple pour les éboueurs, ils ont pas de masque, ils ont rien, et tu vois, on en est encore au stade où le virus, il pourra continuer de circuler librement dans le sens où il y a déjà des problèmes là-dessus. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est pas de désintégrer le virus partout. Le but, c'est de ralentir la diffusion. Et le fait de rester, tous ceux qui ne sont pas obligés d'aller travailler doivent rester à la maison pour ralentir la diffusion. On va pas pouvoir l'arrêter complètement, c'est pas possible. Une pandémie, ça fonctionne pas comme ça. On est en phase 3, c'est ce qu'il faut faire maintenant, c'est ralentir pour que les services de santé puissent autant que possible gérer les afflux de personnes malades. Et on est dans une situation où c'est cette configuration qu'il faut mettre en place. Et ça veut pas dire que tout le monde doit rester chez soi, parce que... Enfin bon, bref. Et tu sais quoi, comme j'ai envie que tu me réinvites, je vais dire je suis d'accord avec toi. Non mais je comprends en tout cas. non Mathieu, tu sais bien que le débat fait le sel du rendez-vous tech. Oui, non, mais bien sûr. Et justement, je suis aussi capable de dire qu'à un moment, tu sais faire évoluer ma pensée. Et je te comprends malgré que je reste encore un peu flippé du glissement. Mais je comprends exactement la manière dont tu vois les choses. Bon, Gaël, dernier mot pour toi. Je suis quand même content que le dernier mot pour Mathieu, au final, soit devenu, grâce à mes interruptions permanentes, ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Merci Mathieu. Non, mais tu sais, le plus efficace, c'est quand tu fais quand tu parles et à un moment, tu commences une phrase, tu fais et là, je dis bon, ok, là, il va me taper. Je suis désolé. Bon, du coup, je te redonne l'avant-dernier mot, Mathieu. Allez, on va y arriver. Non, mais écoute, non, vraiment, je pense que tu m'as fait évoluer là-dessus. Et après, voilà, je reste encore. Je pense qu'on est des traumatisés de Snowden, malheureusement, mais que, effectivement, quand il faut faire ce qu'il faut, on fait ce qu'il faut. Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, j'applique les consignes le mieux. Si on me dit de rester chez moi, je reste chez moi. Et puis c'est tout. Et puis voilà, c'est tout simple. Gaël ? Ne cherche pas à m'interrompre pour me faire changer d'avis, ça ne servira à rien. Non, j'entends ce que tu dis, le seul truc c'est que je pense que c'est pas ça qui va changer les choses, comme tu le dis très bien. Le problème c'est de ralentir au maximum, et le problème c'est que les choses qu'on aurait dû et qu'on devrait d'ailleurs encore mettre en place, qui sont plus impactantes pour moi que de mettre un tracker sur les gens qui sont malades, qui a priori en plus sont malades, donc n'ont pas forcément envie de sortir de chez elles parce que elles sont malades, et c'est pas ça qui va faire que ça va plus ralentir. Je pense que des mesures de réel confinement auront plus d'impact que de traquer ceux qu'on a dépistés, parce que déjà en plus il faut les avoir dépistés, et qui sont dépistés positifs. Donc je préfère me dire qu'on n'a pas encore utilisé toutes les mesures qui sont entre guillemets facile à mettre en place, c'est-à-dire un vrai confinement. Et oui, on a besoin de gens pour aller nous faire à manger et nous préparer les livraisons. Mais si on mettait des tickets de rationnement, on est en guerre, ça a été dit, on est en guerre, donc tu donnes des tickets de rationnement, les gens peuvent sortir et vont au magasin que le jour et l'heure à laquelle on leur a donné un ticket, et tu livres pas tout ce qu'on peut se faire livrer chez soi, on peut continuer à se faire livrer n'importe quoi chez soi, ce qui n'est pas normal.
normal. Voilà, faut ralentir l'activité, et ça, on l'a toujours pas fait. Et je pense que si déjà on faisait ça, ça ralentirait bien plus que les quelques trackers dans les téléphones des personnes qui sont dépistées malades. Voilà. Bon, je rappelle qu'on parlait de Taïwan, en l'occurrence. On parle pas peut-être que ça s'est perdu dans notre discussion animée. On parlait de Taïwan, c'est pas la France ou l'Europe qui a mis en place ce tracking des personnes en quarantaine. Et puis d'ailleurs, j'espère que vous aurez apprécié notre discussion experte de grands spécialistes en épidémiologie dans le rendez-vous tech, Gaël, Mathieu et Patrick, qui savent exactement. Master en maîtrise. Depuis 10 minutes d'expertise. Exactement. Master en maîtrise. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, Taïwan, ils ont plutôt bien géré la chose. Donc, au-delà de cette question du tracking des personnes en quarantaine, c'est peut-être de leur méthode qu'il faudrait s'inspirer. Mais moi, je trouve que, au final, je trouve que si les gens respectaient les consignes, ça serait la juste méthode. Mais bon, ça c'est le bon mot de la fin. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, juste pour info, il y a une news qui est tombée. Apparemment, Wuhan sera ouvert le 8 avril. Donc les gens vont pouvoir ressortir. Et ça, c'est plutôt cool. On vient de m'envoyer ça par message. Et il y a une très belle phrase qui dit l'espoir, c'est un peu comme le virus, c'est contagieux. Donc gardons espoir. Ouais, gardons espoir, restons chez nous, même s'il y en a qui ne respectent pas les consignes, l'important est que le plus possible le fassent, et une fois que tout ça sera passé, vous verrez que ceux qui n'ont pas respecté, ils se sentiront bien coupables, je pense. Écoutez, enfin j'espère. On va conclure cet épisode. Je voudrais remercier très chaleureusement Mathieu et Gaël d'avoir accepté de subir mes discussions. Un grand merci à vous deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Peut-être Mathieu en premier. Alors, on peut me retrouver sur Internet, sur Twitter déjà, à @mattdossantos, M-A-T-H et Dos Santos, D-O-S-S-A-N-T-O-S. Voilà, c'est mon Twitter. Et également, si vous avez un petit peu envie de nous soutenir, on a une chaîne YouTube avec quelques camarades qui s'appelle Restez Connectés. Voilà, on fait des tests de produits high-tech et là, en ce moment, cette période de confinement, on essaie d'organiser des lives. Donc d'ailleurs, dans une demi-heure, on va lancer un live sur notre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez envie de voir ce que ça donne et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Ça marche, on aura le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Et Gaël, où te retrouve-t-on ? Alors, on peut faire des apéros virtuels sur Facebook, sur Twitter ou sur ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, mon Twitter @gmgirardeau ou @coud_fr et pareil sur Facebook, Gaël Girardeau. Vous retrouvez ma page ou la page coud_fr. Et on mettra le lien vers ta page Facebook où tu partages les ressources pour l'école à la maison dans les notes de l'émission également. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous le savez, sur Patreon, vous pouvez décider de donner 1, 2 ou 3 $ ou plus si vous le souhaitez. Et ça aide à financer l'émission, même ça finance l'émission. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous écoutez depuis un moment, peut-être que vous pourriez vous dire, en rentrant de votre jogging, cling, les clés. Eh ben Patrick, cling Patrick. Ça va être ma nouvelle tagline partout, cling Patrick. Et vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et à part ça, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous fais un petit peu voyager avec des belles photos de ce qu'il y a autour de chez moi, ici en Finlande, dans la forêt, sur Instagram. Si vous voulez aller voir ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc c'est Note Patrick sur Instagram également. Et puis, la semaine prochaine, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire, la semaine prochaine, on a un épisode spécial sur le dossier médical partagé. Comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est, d'où il vient, pourquoi il est intéressant, pourquoi il soulève certaines préoccupations de différentes personnes, pourquoi est-ce qu'il est pas adopté assez vite peut-être, une discussion très très intéressante qui n'est pas directement liée
à l'épidémie, évidemment. On avait prévu de faire cet épisode il y a bien longtemps avec Florent, mais c'est quand même un sujet intéressant pour les questions de médecine. Donc ça sera l'épisode qui sera disponible la semaine prochaine. Il est déjà disponible pour les auditeurs qui soutiennent l'émission, pour les patriotes. Et nous, on se retrouvera pour un, entre guillemets, vrai épisode dans 2 semaines avec les amis de l'équipe d'Upload, normalement, ou quelques-uns d'entre eux en tout cas. Ça, ce sera dans 2 semaines. Mais l'épisode spécial, c'est la semaine prochaine. D'ici là, bon courage, bon confinement et soyez prudents. Et si vous voulez écouter le rendez-vous jeu, on aura un épisode assez cool là dans cette semaine. Le rendez-vous jeu continue à vous épauler aussi. Si vous avez du temps, vous pouvez passer un bon moment avec nous pour cette émission également. On vous fait des bises et à très vite. Ciao, ciao. Ouais, non, mais effectivement, si la question se posait en France, peut-être que ma réponse aurait été différente. On parlait vraiment dans le cas de Taïwan, qui a une maîtrise très différente de l'épidémie, je crois. Mais non, je sais plus. Vous en fait, vous parliez plutôt de la France. Nous, on était partis sur la France, effectivement. On pensait à la France, et voilà. en pensant à la France, on se l'imaginait pas chez nous. Ouais. Et comme on envisageait c'est dans des pays où tout le monde est dépisté, le problème est pas, il est pas posé tout à fait de la même manière. Et en France, ensuite, il y a la question de pourquoi est-ce qu'on dépiste pas tout le monde ? Est-ce qu'on est à ce stade de l'épidémie ou est-ce que tout le monde le chope de toute façon ? Ça aussi, c'est une question très intéressante et je crois qu'il y a différents stades de l'épidémie et qu'il y a des moments où si tu essayes de dépister tout le monde, c'est pas aussi utile que quand tu commences à maîtriser ou au début. Mais je sais pas. Moi, je me demande si c'est pas un manque de moyens aussi. On n'a pas des dépistages pour tout le monde. Ouais, mais il y a toujours un équivalent à mettre entre les moyens déployés et l'efficacité. Si tu déploies des moyens qui sont 19 sur 20 et que l'efficacité, parce qu'il y a tellement de cas, l'efficacité, ça va être 2 sur 20, tu vois, c'est pas des trucs qu'il faut... Enfin bon, je sais pas, on va laisser la parole aux épidémiologistes peut-être pour nous dire si c'est le cas ou pas. Mais ouais, bon, je sais pas. Je ne sais pas